bien ici pour une info session, donc tout savoir sur la certification Google Cloud. Donc l'idée est vraiment de se mettre sur une session où on va présenter les différentes certifications côté Google Cloud avec un focus sur la PCA, Professional Cloud Architect. Et du coup, on va présenter aussi les différents GDG qui participent à cet événement. Et on aura aussi une table ronde du coup avec Vincent et Boud qui présenteront aussi leur expérience autour de ce qu'ils ont fait avec du coup cette certification Professional Cloud Architect et d'autres. L'idée d'aujourd'hui, c'est de discuter tous ensemble de ce qu'on va pouvoir mettre en place pour faire le programme de 6 semaines qui est proposé. Et donc, on commence par cette session d'information qui a pour but du coup de donner un maximum d'informations pour après derrière vous le lancer sur le programme de 6 semaines. Pour commencer très rapidement, ce que c'est les GDG. Les GDG, donc Google Developer Group, il y en a plein ici présents des organisateurs. C'est des groupes communautaires bénévoles ayant en commun l'objectif de partager des technologies Google, mais pas que. Et il y a différents formats. Ça peut être des meet-ups, des conférences. Si vous avez déjà entendu parler de DevFest, souvent c'est organisé par des GDG. Et du coup, je vais inviter les différents GDG à partager potentiellement leurs liens dans le chat. Et si vous êtes déjà inscrit du coup et si vous êtes là ce soir, c'est que sûrement vous avez trouvé un lien sur un GDG. Du coup, on a plein de GDG ce soir et on va commencer du coup par un tour des GDG. Donc c'est plutôt cool. Sachez du coup que dans le programme du coup de certification, vous êtes du coup plus de 130 inscrits, donc c'est plutôt cool. Donc on va voir après derrière qui seront les motivés à aller au bout du coup du programme de certification. Mais dans l'idée, on part avec 130 personnes. Donc c'est vraiment déjà un beau succès et on va pouvoir du coup enchaîner sur différents éléments. 130 personnes inscrites, là on est 60 ce soir, il doit y avoir une quinzaine de GDG organizers, donc ça veut dire quand même qu'on a déjà un petit peu de perte sur la route, mais c'est pas grave. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter les 130 inscrits dans un Google Group et on va pouvoir vous envoyer du coup toutes les infos semaine par semaine avec l'enregistrement vidéo des différentes sessions si vous loupez les sessions qu'on va organiser. J'avais commencé à préparer une slide sur le GDG Nantes, GDG Cloud Nantes, mais en fait, on va prendre une slide toute bête pour présenter les différents GDG. Et je vais donner la main du coup au premier en partant du haut, au GDG Le Mans, pour qu'il se présente. Eh bien, Jérémy Voisin, je suis GDG Le Mans. On a 3 ans d'existence et comme tu disais en intro, Julien, on traite un petit peu de tout, pas que du Google, mais on fait quand même pas mal de cloud. Et donc, j'aurai le plaisir de vous encadrer avec JB Cotard, qui n'a pas eu l'occasion de se libérer ce soir. Très bien. Et vous étiez d'ailleurs déjà aussi dans la première road to certification il y a 2 ans aussi à être présent. On va enchaîner avec GDG Paris, avec Pritesh. Ouais, tu veux changer la slide ou vu que j'ai déjà. Non, non, vas-y, parle dessus là. D'accord, d'accord. Bon, on est basé à Paris, donc on organise des événements sur web, mobile et tout ce qui est discovery, en fait, nouveautés sur le marché. Et puis, on a différents formats d'événements, donc notamment des meet-up. Donc, pendant le Covid, on a fait un meet-up en virtuel. Et aussi, on organise des fest, donc n'hésitez pas, je vais mettre le lien dans le chat de nous rejoindre si vous êtes dans la région parisienne. Voilà, merci. Super. J'enchaîne dans l'ordre du coup, je vais passer n'importe comment, mais le GDG Cloud Nantes, donc coup, qui est un petit fork du GDG Nantes. GDG Nantes, du coup, créé en 2011 et qui organise le DevFest Nantes tous les ans et qui était du coup le GDG Cloud Nantes aussi participant aux dernières auto-certifications qu'on avait essayé il y a 2 ans. GDG Cloud Abidjan, du coup, si, je sais pas si Louis ou Oui. Ezekias vous voulez présenter. Bon, je présente. Ok, moi je suis manager du JDG Cloud Abidjan et JDE Cloud. Le JDG Cloud Abidjan, on est dans notre troisième année d'existence, donc ça fait depuis le début, on a commencé par organiser des événements en collaboration avec le JDG Cloud Nantes depuis qu'on a commencé. Donc c'est dans l'optique qu'on continue toujours de co-organiser des événements pour pouvoir permettre aux membres de nos communautés d'interagir avec d'autres membres d'autres communautés. Et le JDG Cloud Abidjan, c'est basé en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un peu ça. On espère qu'un jour, ben, on pourra faire un événement où on va inviter les autres JDG français ben, à Abidjan, quoi. Merci. Super.
C'est une très bonne idée, ça. GDG Mons, je crois que Thierry t'es connecté. Je sais pas si tu as un de tes collègues aussi de GDG Mons, si tu veux parler 2 secondes et présenter le GDG Mons. Oui, désolé, je suis encore dans le transport. Bonjour, moi c'est Thierry, organisateur du GDG Mons. Donc, on a fait un rétrospectif l'année dernière, mais pour Associé Cloud Engineer. Et ça s'est bien passé. Nous, on existe depuis 2021, notamment sur les ailes de Julien, GDG Nantes. C'est un plaisir de faire le rétrospectif cette année. Yes. Donc c'est plutôt cool. Donc on a en plus de GDG français, on a donc la Belgique et la Côte d'Ivoire représentées. GDG Bordeaux, je ne sais pas si Seb, un de ses compagnons, est connecté. Je regarde vite fait. Non, j'ai pas l'impression. Mais donc le GDG Bordeaux qui fait aussi pas mal de choses, donc des Meetup Go. Ils étaient aussi dans l'association qu'on avait fait du coup il y a 2 ans pour le Road to Certif. Et donc voilà, on a déjà eu l'habitude aussi d'organiser des choses, notamment en remote. Je vais laisser la main du coup au GDG Cloud et IoT Lyon avec Louis. Bonjour, donc GDG Cloud et IoT Lyon. Nous, on existe depuis un peu plus de 5 ans. On a participé aussi à la première session de Code to Certif. Et on fait du cloud, mais on aime bien aussi parler d'IoT parce que c'est intéressant, c'est marrant. C'est sans rapport, mais on aime bien faire les deux. Super. Et le dernier, mais pas des moindres, GDG Cloud Paris. Ça se fait un peu l'ancien. Bonjour, donc le GDG Cloud Paris, nous on est focus sur tout ce qui est Google Cloud et techno associés type Kubernetes. Et pour la petite info, on a un meet-up mardi prochain sur Kubernetes et sur Vertex AI. Donc si vous êtes à Paris ou en banlieue, n'hésitez pas. Je vous ai mis les liens, je vais vous mettre le lien direct vers l'événement aussi. Voilà. Super. Merci. Merci Alain. Donc vous avez différents GDG. J'en ai peut-être oublié. Est-ce que j'ai oublié un GDG peut-être qui participe et qui voudrait se présenter, ou même qui participe pas et qui fait partie d'un GDG et qui voudrait du coup se présenter? On va laisser 3 secondes. 1, 2, 3. Non, c'est bon. Bon bah on va enchaîner alors avec la suite. Donc il y avait une slide GDG Paris. Désolé Pritesh, mais du coup je la montre. Donc meetup.com et @GDG Paris sur Twitter. La discussion d'aujourd'hui, donc ça va se faire assez rapidement. Donc il y a des petits slides vite fait sur l'état du marché du cloud. Pourquoi se certifier? Donc le pourquoi se certifier, on verra. Il y a, on va dire, des slides qui présentent des choses, mais on pourra en reparler surtout à la table ronde. Les certifications possibles et comment on passe l'examen, c'est pareil. On va vous présenter l'ensemble des certifications et après sur le passage de l'examen et tout, je pense que la table ronde sera plus appropriée pour pouvoir échanger dessus. Et puis apprendre avec cette communauté, c'est là où du coup on pourra échanger sur le programme de 6 semaines, comment ça va s'organiser. Bon, je pense que vous avez déjà lu pas mal de choses sur l'événement de ce soir. En fait, on avait décrit les différents programmes de 6 semaines, mais du coup, voilà, ça permet de continuer la discussion et on pourra présenter aussi le lien vers un Slack, etc. Donc, il y aura pas mal de choses disponibles pour pouvoir continuer à échanger en dehors des points réguliers au fil de l'eau. Alors, état du marché du cloud. En gros, ce qu'ils essayent de présenter côté Google Cloud, c'est que, vous le savez, le cloud, c'est vraiment un truc qui est très porteur. Je crois que la moyenne des cloud providers, c'est quelque chose comme entre 25 et 30% de croissance d'année en année. Donc, c'est assez énorme. Et Google Cloud, au niveau mondial, c'est quelque chose autour des 13-14%. Donc globalement en fait tout ce qui est compétences cloud est très demandé aujourd'hui. Il y a beaucoup de demandes donc par les employeurs, mais il y a beaucoup aussi de demandes du coup dans les écoles pour pouvoir expliquer tout ça. Il y a notamment des initiatives dernièrement côté Google Cloud pour essayer d'aider des étudiants d'école et tout à passer des certifs. Donc il y a pas mal de choses à ce niveau-là. Et en fait ce qu'ils essayent de montrer c'est que le training côté Google Cloud, ils se rendent compte que ça augmente de plus de 66% d'année en année. Donc c'est encore plus important. La montée en compétences
Donc les parts de marché du cloud augmentent entre 25 et 30% par an, mais les demandes en formation sont encore plus importantes. C'est-à-dire que les gens, du coup, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont mis au cloud dans un endroit et veulent vraiment, du coup, continuer à progresser sur ces sujets-là. Donc il y a toute la partie montant de compétences qui est importante. Évidemment, je vais pas représenter tous les avantages qu'on peut avoir à faire du cloud computing pour une entreprise, mais il y a aussi l'idée de se dire que maintenant on peut faire des choses autour du multi-cloud. Google est très positionné aussi sur des axes très précis autour de l'open source, de leur réseau qui permet côté data et IA de faire pas mal de choses en termes d'innovation. Donc voilà, il y a toute cette idée-là aussi autour de Google Cloud. Donc vraiment l'idée aussi que côté Google Cloud, il y a potentiellement à passer les certifications ou autres un avantage technologique. Ce qu'ils essayent de montrer, c'est que voilà, pour progresser sur le cloud, c'est pas toujours évident, et du coup, ils ont construit un programme par rapport à ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le programme qu'on va montrer ce soir, ce qui est intéressant, c'est de savoir que ce programme-là, c'est un programme qui a été créé côté Google Cloud. Et en fait, ils ont fait différents programmes au fur et à mesure en interne, puisqu'ils font passer aussi à tous leurs ingénieurs aussi des certifications. Et en fait, ils ont trouvé le programme qui permettait, on va dire, de maximiser la montée en compétences pour aller à une certification et maximiser les chances d'aller jusqu'à une certification. Ok, donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Et puis on va voir du coup aussi qu'il y a tout le suivi en fait qu'on va pouvoir faire de notre côté. Pourquoi on irait se certifier? Alors ce qu'ils essaient de présenter, c'est que se certifier, c'est dans l'idée aussi de se benchmarker soi-même pour vérifier si on est vraiment, c'est une façon de se mesurer par rapport au marché, une façon de vérifier qu'on est capable du coup peut-être de faire des choses. On reviendra dessus du coup avec la table ronde et l'aspect un peu légitimité. Est-ce que ça apporte quelque chose? Mais voilà, l'idée de se dire que dans tous les cas, on va dire que ça récompense un accomplissement, de la même manière que si vous faites des cours sur Coursera ou Udemy, à la fin vous êtes content d'avoir un petit badge, ça permet d'avoir un accomplissement quand même. Là c'est la même chose un petit peu avec une certification, c'est que vous avez fait des choses, et à la fin vous pouvez aller jusqu'à vraiment avoir une certification, un badge, et qui a aussi de la valeur par rapport à tout ça. Donc ce qu'ils essaient aussi d'expliquer, c'est que les certifications, l'idée, avec notamment la profession d'architecte, c'est d'avoir une certification qui représente quand même un rôle qu'on pourrait faire après avec cette certification. Donc l'idée, c'est pas de bachoter juste Google Cloud, même si ça peut fonctionner, mais l'idée aussi de travailler pour vraiment comprendre un petit peu les différentes étapes, que ce soit au niveau du design, de la réalisation, etc., pour vraiment imaginer qu'on puisse à la fin travailler au jour le jour sur Google Cloud dans la vraie vie. Ça, c'est des infos qui sortent sur leur stats. Donc, en gros, ce qu'ils essayent de montrer, c'est que les personnes qui ont passé une certification ont répondu à un sondage individuellement. Et du coup, pour essayer d'expliquer, est-ce que ça leur avait apporté quelque chose du fait d'avoir la certification dans leur métier de tous les jours. Et donc, on voit les différents chiffres. Donc, 78% qui sont plutôt confiants dans leur futur professionnel. Donc, on va dire que ça leur a permis potentiellement d'imaginer plus loin. Il y a 82% aussi qui considèrent que pour les recruteurs, c'est vraiment un plus. 83% qui considèrent que leur résumé avec ce badge supplémentaire, le fait d'avoir une certification, c'est quelque chose qui est plus attractif. Et puis, globalement, 85% qui se sentent vraiment plus confiants dans le fait d'avoir des compétences cloud. Et donc, du coup, vraiment de se dire, peut-être qu'à un instant T, je sais faire des choses côté cloud, mais j'ose peut-être pas trop les mettre en avant. Le fait d'avoir une certification, ça donne un pouvoir supplémentaire de le montrer. On se sent peut-être plus à l'aise à essayer de montrer ce genre de choses. Alors, les certifications possibles et l'examen. Alors, côté certification, côté Google Cloud, ils essayent souvent de présenter différentes choses. Il y a soit le niveau associé, soit le niveau professionnel. Ce qu'il faut comprendre, et on va voir avec les slides juste après, c'est que en fait, le fait d'avoir un niveau professionnel, c'est le fait de vraiment comprendre les prérequis business pour sélectionner la meilleure solution. En fait, en termes de technique, vous le voyez, les technical requirements et la customer implementation, c'est la même que ça soit sur la Associate Cloud Engineer ou la Professional Cloud Architect. La différence, c'est que côté Cloud Architect, il va vraiment falloir avoir une posture un peu d'architecte, du coup, et de pouvoir prendre du recul par rapport aux technologies, et de pouvoir vérifier un petit peu ses prérequis business, donc sur le fait de designer, plan, optimize, et sur l'aspect reliability. Donc c'est vraiment ça l'idée par rapport à ça.
Si on regarde en fait le panel des certifications Google Cloud, il y en a vraiment différentes. En haut à gauche, on trouve, donc elle est un peu foncée parce qu'elle n'est pas dans le programme. C'est ce qu'on appelle la Cloud Digital Leader, donc plutôt orienté business, qui est dans l'idée d'avoir peut-être des gens qui veulent avoir un vocabulaire commun avec des équipes techniques côté Google Cloud, mais qui vont pas vraiment faire de la technique, donc ils savent positionner un peu les outils, à quoi ils servent. Est-ce que c'est de la data, est-ce que c'est du compute, ce genre de choses. Toujours en grisé, on a aussi la Professional Google Workspace Administrator, donc là plutôt pour le monde de Workspace, donc l'administration de Gmail, Drive pour les entreprises. Et ensuite, on retrouve les différentes certifications, donc la Associate Cloud Engineer, et puis il y en a différentes après, la Cloud Architect, la Data Engineer, et puis la Cloud Architect, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir qu'elle représente quelque chose qui est assez panoramique, c'est-à-dire qu'on a une bonne vision un petit peu de tout ce qu'il y a côté Google Cloud. Et après, du coup, on va avoir plutôt des choses qui vont se spécialiser dans certains sujets. Donc, la data engineer pour tout ce qui est data, donc plutôt voilà profil data engineer, machine learning engineer plutôt côté data scientist, cloud DevOps engineer pour les gens plutôt autour de cube du DevOps, cloud developer pour les personnes qui sont amenées plutôt à développer, à déployer, à maintenir, à opérer aussi, network engineer pour les fans du réseau, security engineer pour les fans de la sécurité. Ce qui peut faire très peur quand on voit ce slide, c'est de se dire que du coup, d'un point de vue Professional Cloud Architect, c'est recommandé d'avoir 3 années d'expérience sur Google Cloud. Et là, vous allez me dire, bah non, mais moi, j'ai peut-être pas 3 années d'expérience. Bah, c'est là où, dans l'idée, avec le programme de 6 semaines, c'est potentiellement se donner un booster et se dire que faut pas non plus se freiner par rapport à ce prérequis-là. C'est quelque chose qui est recommandé, mais pas obligatoire. Et dans l'idée, la certification peut donner un booster, c'est-à-dire que ça va vous permettre de vous mettre le pied à l'étrier pour aller plus loin et apprendre des choses. C'est sûr que si vous avez de l'expérience sur Google Cloud, la certification sera peut-être plus aisée, ou en tout cas les révisions, il y aura des chapitres que vous connaîtrez déjà, il y aura peut-être des réflexes que vous aurez déjà. Mais en tout cas, sachez on connaît des personnes, notamment sur le retour certification qu'on avait fait il y a 2 ans, qui n'avaient pas forcément autant d'expérience sur le côté GCP et qui ont quand même réussi du coup à passer la Professional Cloud Architect. Bon, là, je vais pas redétailler, mais c'est l'idée, c'est la même chose. Donc là, dans l'idée, c'est de se focus du coup sur la Professional Cloud Architect. Là, dans le Road to Google Cloud Certification qu'on veut créer avec les différents GDG, il y a l'idée de se focus sur celle-là. Et vous allez me dire, bah, pourquoi celle-là et pas une autre? Bah, déjà, on a l'expérience il y a 2 ans et on connaît un petit peu le programme, donc c'est déjà plus facile aussi pour potentiellement vous aider. Et puis, c'est quelque chose, comme j'ai dit, qui reste panoramique à Google Cloud et que je trouve souvent très intéressant pour se lancer sur une certification côté Google Cloud. Parce que du coup, ça va vous permettre vraiment de voir un petit peu tous les produits qui existent sur la plateforme. Et après, derrière, en fonction de vos appétences, peut-être de rentrer sur une verticale précise, peut-être la sécurité, peut-être le network, peut-être, voilà, différents sujets. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'avec cette base, du coup, Cloud Architect, vous avez une bonne base, du coup, pour passer et pour pouvoir commencer à travailler sur le cloud. À propos de l'examen, on verra un peu dessus, mais sachez que l'examen, du coup, c'est 2 heures. Ils l'ont pas indiqué, je crois, ici, mais c'est $200. On travaille côté GDG, justement, pour avoir des vouchers. Alors, on ne sait pas encore combien on aura de vouchers, mais pour avoir des vouchers à 50%, donc pour pouvoir passer la certification à $100 côté retour certification. Donc, on verra aussi comment on peut sélectionner les gens en fonction du nombre de vouchers qu'on peut avoir. L'examen se représente pas comme un lab ou autre, c'est vraiment un QCM avec du coup un certain nombre de questions en checkbox ou en radio bouton. Donc il y a certaines où on peut avoir plusieurs choix et d'autres où on a un seul choix. Les prérequis pour aller à l'examen, ils disent que c'est rien. On verra que en fonction de si vous le faites sur un centre d'examen ou sur votre laptop, vous pouvez avoir besoin d'installer quand même pas mal de choses. Et puis donc l'expérience recommandée est d'avoir du coup un peu d'expérience dans l'industrie et au moins 1 an en fait sur les aspects GCP. Donc c'est vrai que la partie Cloud Architect, comme j'ai dit, hein, c'est l'idée d'avoir une posture d'architecte. Donc c'est vrai que quand on démarre du coup dans la vie active, on n'a peut-être pas forcément ce recul-là, mais il y a l'idée potentiellement de travailler et en tout cas de progresser sur GCP grâce à ce programme-là. La façon de délivrer, donc il y a 2 façons, soit online, soit on-site. Donc on peut maintenant prendre les examens en remote. Peut-être que quelqu'un pourra faire un petit témoignage pendant la table ronde tout à l'heure de le faire en remote. Moi, je sais que personnellement, j'aime bien le faire sur site
Mais il n'y a pas des sites partout. Donc, je sais pas partout d'où vous venez, mais je sais qu'il y a Paris, Lyon, Nantes pour sûr où il y a des centres d'examen. Il n'y a pas forcément dans toutes les villes en France, et je sais pas non plus pour la Belgique et la Côte d'Ivoire, mais il y a pas mal de choses disponibles, en tout cas en ligne. Point important aussi sur l'examen. Quand vous êtes sur justement ce programme de 6 semaines, on va revenir dessus, donnez-vous les moyens d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'à la certification. Alors évidemment, il y a un certain nombre d'étapes, et si vraiment vous le sentez pas, bon, ça sert peut-être, si vous n'avez pas révisé correctement, vous n'avez pas été sérieux, ça sert à rien d'y aller. Par contre, si vous avez fait quand même un minimum d'efforts pour essayer de suivre le programme, allez jusqu'au bout, jusqu'à tenter la certification. Ce que j'aime bien dire souvent, c'est que si vous l'avez pas, il y a peut-être les endroits où vous étiez un peu sec, ça vous donnera des pistes. Et si vous l'avez, tant mieux pour vous. Et la vie est belle. Alors pourquoi la certification aussi? Ça, on l'avait remis, c'était un slide qu'on avait donné. Nous, ce qu'on avait ressenti quand on a fait le retour certif la dernière fois, c'est qu'il y avait l'aspect aussi que là, le fait de faire le programme de certification, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à la certification, mais vous pouvez tout simplement progresser sur Google Cloud et apprendre des nouvelles choses. Il y a l'idée souvent aussi d'un point de vue personnel, puisque c'est un investissement souvent qui est à mi-chemin entre le professionnel et le personnel, parce que professionnellement, ça va vous apporter des choses, mais personnellement, vous allez peut-être avoir un investissement supplémentaire à faire pour regarder des vidéos, faire des labs, notamment faire nos réunions entre midi et 2. Donc, ça va vous prendre du temps perso pour travailler quelque chose qui peut vous apporter, mais ça peut vous créer des nouvelles opportunités professionnelles aussi, comme on l'a vu avec les différents pourcentages qui étaient montrés par Google en termes de attraction du CV, etc. Et puis, dernier point aussi, c'est que quand vous réussissez une certification, vous avez droit à un goodies et on pourra du coup à la table ronde demander quels goodies ont pris nos intervenants. Le programme en détail, donc ce qu'ils appellent Learning Journey, donc l'aventure pour continuer à apprendre. Donc c'est un programme de 6 semaines avec un ensemble du coup de labs, de vidéos qui seront disponibles sur Quick Labs, donc sur Cloud Skill Boost, pardon, qui est le nouveau nom de Quick Labs, qui va vous permettre en fait de travailler à différents items semaine par semaine. Et l'idée justement de notre point de synchronisation, c'est d'essayer d'expliquer et de voir ce que vous avez appris dans le passé, voir ce que vous devez apprendre la semaine qui vient, et évidemment répondre à vos questions, et puis faire de petits quiz peut-être pour poser quelques petites questions pour voir si vous avez compris des choses. Ce qui est intéressant de voir, c'est que avec ce programme de 6 semaines, ils essaient vraiment d'arriver après derrière sur des semaines d'examen. Donc l'idée est de se dire que si vous travaillez pendant 6 semaines, donnez-vous les moyens dans les 2 semaines qui suivent ou les 3 semaines qui suivent vraiment d'aller à l'examen. Et d'ailleurs, si vous échouez, vous pouvez quand même aussi reprendre un examen pas longtemps après. Donc des fois, le fait d'échouer, ça peut aussi vous identifier. Déjà, vous connaîtrez un petit peu le style de l'examen, puisqu'on va dire que les questions quand même sont. Il y a une façon aussi de réfléchir. Et on verra. Cécilia, je réponds à ta question de suite, mais l'examen est en anglais. Ok. Et donc il y a aussi un aspect aussi qu'on faisait dans le dernier Road to Certification et que je pense qu'on ne refera pas, c'est qu'il y a un certain nombre d'exemples de questions qu'on pourrait avoir à l'examen pour essayer de réfléchir du coup à l'examen. Et en fait, en séance, souvent, on les traduisait en français. Et ce qu'on fera cette fois-ci, c'est qu'on se taira tout simplement pour que les personnes aussi appréhendent un petit peu en anglais les questions, parce que c'est vrai qu'à traduire en français, les personnes peuvent s'habituer aussi à du coup pas forcément se forcer à bien comprendre en anglais. Donc voilà, il y a l'idée aussi de bien maîtriser quand même l'anglais, notamment sur certains mots-clés, qui permettent de repérer un petit peu le style et les prérequis en termes de prérequis techniques et business. Rejoindre et apprendre avec cette communauté. Donc là, ce qu'on va faire, c'est un programme de 6 semaines. Donc j'ai différents éléments où vous êtes inscrit normalement dans un Google Form. Je vais peut-être remettre le lien d'ailleurs, si quelqu'un peut le remettre, le Google Form pour s'inscrire. À partir de là, du coup, on va envoyer un certain nombre d'infos régulièrement. On va aussi vous inviter à un Slack où on vous donnera des infos. Et puis, on va du coup via les différents GDG, vous pouvez voir déjà qu'il y a un certain nombre d'événements qui ont été créés tous les mardis midi, du coup de mi-avril à presque fin mai, où du coup on va se retrouver entre 13h et 13h45. Et donc dans l'idée, c'est de pouvoir travailler justement ce programme de 6 semaines avec du coup du travail personnel de votre côté. Vous allez devoir du coup via la plateforme Cloud Skill Boost travailler par vous-même sur des vidéos, des labs à effectuer. Donc il y a quand même un travail personnel important. L'idée du coup de faire partie d'une communauté et puis du coup de faire les points réguliers
entre nous pour pouvoir échanger. Une idée du temps moyen à investir par semaine. Alors oui, tout à fait. J'ai zappé un peu le slide parce qu'en fait, j'ai l'ancien Road to Certif. C'est une très bonne question. Ils estimaient, alors je pense que c'est faux ce qui est indiqué là, parce que dans les derniers que j'ai vus, c'était un peu moins. Dans l'idée, ils estiment qu'en fait, c'est entre 6 et 8 heures si on n'a aucune expérience sur Google Cloud de travail personnel par semaine. Ok. Donc là, les chiffres, ils font un peu peur, je pense. Mais là aussi, on va pouvoir, lors de la table ronde, peut-être avoir différents intervenants qui pourront donner leur retour sur le passage de la certification. Sachant que ça, c'est une durée théorique et que ça soit sur les vidéos, vous pouvez, c'est des vidéos YouTube, vous pouvez, en fonction des sujets, les passer en lecture 1, 1.25, 1.5, en fonction de ce que vous voulez faire. En accéléré, exactement, Louis, c'est ce que j'allais dire. Et puis, il y a aussi les labs, où à chaque fois, il y a un temps donné pour faire les labs, mais en fonction aussi de votre capacité à faire des choses, vous pouvez aussi faire les labs potentiellement plus rapidement que ce qui est prévu. Donc l'offre du programme, et donc du coup tout est gratuit. Ça qui est intéressant, c'est que vous avez du coup le study group qu'on est en train de créer ici en français, un accès du coup gratuit en numéro 2 aux différents labs et cours qu'il y a sur Google Cloud. Ça vous permet du coup de gagner des skill badges qu'ils appellent sur la plateforme Quick Labs. Et puis l'aspect communautaire où là du coup on pourra faire les points de synchro, le Slack. On pourra du coup partager entre nous aussi. Et typiquement, ça avait plutôt bien marché il y a 2 ans. On avait des personnes des fois qui étaient bloquées sur certains TP ou qui avaient du mal, certains labs. Et puis il y avait d'autres personnes qui les avaient fait, qui pouvaient aider aussi. Donc c'était très intéressant de voir aussi des membres de la communauté aider d'autres personnes, sans forcément que nous, côté organisateur, on ait besoin de les effectuer. Oui, Thierry, c'est vrai que depuis 2 ans, Cloud Skill Boost, ça a évolué un petit peu. Et je crois que maintenant, du coup, on est limité en nombre de labs qu'on peut faire en limite d'essai des labs. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait open bar comme c'était il y a 2 ans, j'ai l'impression. Mais là encore, s'il y a des besoins spécifiques, on pourra travailler là-dessus. Il y a une question de carte bleue, j'ai l'impression. J'essaie de reprendre le fil. Non, il n'y a pas forcément de carte bleue à rentrer. Je sais pas, vas-y, Louis. Non, mais oui, c'était pour dire ça en fait. La question, c'est est-ce qu'il fallait payer, il y avait des frais et non, pas pour cette partie-là. Il faut Tout payer à fait. l'assertif par contre. Voilà, c'est ça. C'est là où, de notre côté, on travaille pour avoir déjà des vouchers à moitié prix, mais il n'y aura pas de voucher pris à 100% là-dessus, donc il y aura un minimum de dépenses à effectuer. Et d'ailleurs, si vous êtes en entreprise, n'hésitez pas à tanner votre manager pour qu'il vous paye les $100 restants. Un petit focus aussi, au-delà des communautés, il y a différents outils qui avaient été créés la dernière fois. D'ailleurs, Louis, il faudra qu'on tanne Seb aussi qui représente ses ref cards qu'il avait créés à l'époque pour réviser. Je pense que c'est toujours d'actualité. Mais je voulais remettre en avant 2 livres qui sont les plus sollicités. Donc il y en a un premier qui est de Dan Sullivan, qui est le Professional Cloud Architect Study Guide. Vous pouvez trouver à plein d'endroits. On vous enverra les liens. Qui du coup est plutôt bien fait, qui a pas mal de questions d'exemple, qui parcourt plutôt bien les éléments. C'est un des livres aussi qui est recommandé côté Google Cloud. Et puis le deuxième livre du coup, qui est un pacté, si vous connaissez la marque, du coup c'est Conrad Klappa et Brian Gerard. Du coup avec un book aussi qui apparemment est plutôt bien fait pour aller jusqu'à la certification. Donc là aussi c'est pareil. Dans le programme de certification, vous avez des choses à effectuer par vous-même en termes de lab, de vidéo. Mais si par exemple vous êtes plus à l'aise sur lire tranquillement le soir, etc., n'hésitez pas aussi à investir dans ce genre de livres. Ils sont pas forcément très chers. Hein. Je crois que c'est de l'ordre de 30 € ou 35 € chaque livre. Donc choisissez peut-être un livre et si vraiment c'est la méthode de travail que vous préférez, voilà, à vous aussi de connaître en termes d'apprentissage là où vous êtes le plus à l'aise. Tac. Et puis voilà, on va passer rapidement à une table ronde sur les certifications. Et du coup, je vous invite du coup à poser vos questions dans le chat. Je voyais qu'il y avait une question sur la durée de validité de la certif. C'est vrai que c'était pas mis en avant. Je sais pas si c'était écrit à un moment donné, mais c'est 2 ans. Donc tous les 2 ans, il faut renouveler la certification. Et sur le fait de le faire tous les 2 ans, sachez que
90 jours avant, on vous envoie un email pour dire attention, elle expire. 60 jours avant, vous recevez un voucher pour la prendre rendez-vous et vous avez un voucher du coup pour avoir la certification à moitié prix, donc un voucher à 50% pour repasser la certification. Sachez également que la Cloud Architect évolue dans le temps. Donc il y a une version pendant longtemps qui était voilà faite et ils ont refait tout un pan de la certification en 2021, en juin 2021. Et donc ça arrive aussi qu'il y ait des gros changements dans la certification. Ils remettent à jour pas mal de choses. Et puis on pourra reparler un petit peu des détails aussi, mais il y a certains produits qui sont trop récents côté Google Cloud qu'on retrouve pas dans la certification. Donc typiquement tous les produits qui sont en General Availability depuis moins de 3 mois, normalement on peut pas avoir de questions dessus. Bon voilà, il y a un certain nombre de règles comme ça que vous pourrez aussi voilà qu'on pourra repasser et que vous pourrez poser aussi quand on fera les différents événements. Tac, la table ronde, je vais laisser mes intervenants se présenter. Moi de mon côté, donc je vais endurer, moi je vais plutôt poser les questions et puis du coup je vais inviter Boud à se présenter. Et donc on va commencer assez simplement par te présenter et puis quelle certification tu as. Oui, bonjour à tous et à toutes. Moi je suis Boud, je fais partie de Zenica Paris. J'ai passé le certificat PCA Professional Cloud Architect en décembre 2022, fin de l'année dernière. Super. Hop. Et je vais enchaîner du coup avec Vincent. Bonjour à tous. Du coup, moi, je suis Cloud Architect fraîchement arrivé chez OnePoint. J'ai quelques certifs, 7-8 certifications. La plupart des professionnels, on va dire, et j'ai une certification aussi qui est pas mentionnée, mais qui est la certif Fellow, qui est voilà, c'est un petit groupe d'une centaine de personnes dans le monde qui sont certifiées sur des sujets Kubernetes, Anthos et multi-cloud. Tout à fait. Et on va revenir tout à l'heure dessus avec un petit focus sur cet aspect-là. Donc sur la table ronde, du coup, moi j'ai une première question pour Boud. Est-ce que quelle a été en fait ta motivation à passer les certifications? Pourquoi tu t'es dit un matin Comment? J'ai été déconnecté quelques secondes du coup. Ah, excuse-moi. Oui, je te disais, c'était quoi ta motivation à passer une certification Google Cloud? Un matin, tu t'es levé et tu t'es dit, je vais y aller. Qu'est-ce qui t'a motivé en fait à y aller? En fait, moi, c'était vraiment des motivations personnelles, en fait. Parce que, en fait, dans ma carrière, il y avait une petite pause pour des raisons familiales. Et puis après, à un moment donné, j'ai dû me dire que il faut quand même que je reprenne, en fait, les flambeaux. Et j'ai essayé de trouver un sujet ou un domaine qui m'intéresserait. Et ça coïncidait, en fait, avec la mission où j'étais. J'étais architecte déjà, mais en premise. Et la boîte où j'étais, l'entreprise où j'étais, en fait, ils commençaient à aller dans le cloud. Et du coup, j'ai découvert le cloud et j'ai trouvé, en fait, que GCP, c'est une solution complète et qui pourrait m'intéresser. Et du coup, j'ai dit, ce sera ça, mon tremplin pour me remettre sur le chemin de la technique. Ok, super. Et toi, Vincent, de ton côté, pour ta première certification, on va dire plutôt, et après on pourra parler de la motivation, on va passer d'autres. Mais pour la première, c'est quoi qui t'a le plus motivé à essayer de passer une certification? Alors moi, je les passe généralement parce que ça m'aide à structurer mon apprentissage sur des sujets que je maîtrise moins. Avant, j'étais sur AWS. Quand j'ai voulu passer cette certification, en fait, ça aide vraiment à structurer. Au lieu de lire toute la documentation de 15 000 pages de Google, au moins on sait quoi apprendre pour avoir une vision d'architecte, jusqu'à où aller sur la partie network ou data ou ce genre de choses. Et ça permet, on va pas se mentir aussi, c'est sur la partie négociation salariale et tout ça, ça a quand même un impact. On le verra peut-être après, mais ça permet d'asseoir sa position parfois. Et quand on veut aller d'un cloud à un autre et qu'on n'a pas de certif, maintenant c'est quand même vachement plus compliqué. Les clients demandent de plus en plus, même au Prestad et tout ça, d'être certifié. Donc ça peut fermer les portes aussi. Hein. Donc voilà. Ça peut ouvrir des portes, mais ça peut aussi dans certains cas fermer des portes, le fait de ne pas avoir la certification, quoi. Certains clients, c'est bête et méchant. Ouais. Ok. Du coup, oui, ok. C'est intéressant. Et du coup, c'était quoi ta première certification, Vincent? L'architecte. Ok. J'avais passé la même chez AWS.
Ok. Et pourquoi l'architecte en particulier? Ou est-ce qu'il y avait un intérêt spécial pour cette certification? Je voulais avoir une vue d'ensemble des sujets sans trop rentrer, par exemple, dans le machine learning ou ce genre de choses, mais avoir vraiment une vue d'architecte, quoi. Comment prendre tel composant et l'associer avec un autre pour sortir tel insight business. Voilà. C'est bien quand on vient d'un autre hyperscaler, d'aller sur au moins de faire l'archi. Ça permet comme tu disais tout à l'heure, hein, de voir un petit peu les les différentes parties et voir si on est plus ou moins à l'aise sur la sécu, aller dans la sécu. Et moi, provenant d'AWS, c'était intéressant juste de pouvoir comparer aussi. Parce qu'il y a plein de choses, hein, les VPC globaux, tout ça, qui sont pas comme ça sur AWS. Donc, ça permet de remettre un peu les idées en place euh, et de les structurer et après de broder autour sur un sujet qui nous intéresse. Ok. Et toi, Boud, de ton côté, c'est la Cloud Architect du coup que tu as passé. Pourquoi cette certification en particulier? Parce que déjà j'étais architecte, c'était mon poste. Et moi, j'aime bien voir une vision globale de la chose. Et comme je viens de dire, j'avais dit tout à l'heure, en fait, moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir GCP, c'est une solution complète, en fait. Tu as le réseau, tu as la sécurité, et donc pour moi, c'est vraiment intéressant de voir le tout, en fait, avoir une vue à 360 d'une solution. Ok. Et pour continuer, Boud, est-ce que tu as trouvé ça difficile à passer la certification, que ce soit sur le fond ou la forme, et peut-être nous indiquer si tu as passé ça dans un centre d'examen ou en ligne? Alors, je vais pas dire que c'était facile, mais c'est faisable parce que je l'ai raté la première fois. Et après, j'ai retravaillé, je l'ai repassé et je l'ai. Et donc, du coup, je suis doublement contente et doublement fière. Mais T'as persévéré pour l'avoir, quoi. C'est oui, bien. oui, bah, moi, je le voulais. Hein. Et donc, voilà, j'ai dit, je vais l'avoir. Et c'est juste question de temps. Mais c'est assez difficile, surtout quelqu'un qui avait un petit peu de pause comme moi dans la vie professionnelle. Ouais, c'était assez compliqué. Il fallait beaucoup travailler parce qu'il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de sujets. Il y a les computes, il y a les IAM, il y a tout le BigQuery, le réseau, la sécurité. Et puis après, plus en fait les éléments en tant qu'architecte, en fait, la résilience, et tout ça en fait, et avoir une vue business, voilà, tout ça. Il y a beaucoup de choses à faire en fait. Il y a Ok. beaucoup de choses à apprendre. Et toi, Vincent, de ton côté, sur la première, on va dire, la classe d'architecte, du coup, que tu as passé en termes sur le fond, sur la forme, c'était quoi Voilà. tes principales bloqueurs? Alors, l'avantage, c'est quand on passe n'importe quel certif archi sur n'importe quel hyperscaler, peut-être moins Azure, parce que c'est un peu différent, ils sont moins dans le mood AWS et GCP, mais c'est relativement les mêmes concepts, la scalabilité, la Kubernetes, le serverless, le réseau, ça va, mais c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas l'habitude de passer des certifs, la première, il y a tout le stress qui vient avec, on panique à la première question, on passe 12 minutes sur la quatrième et au final, on se rend compte que parce que j'en ai passé quelques-unes et j'en passe toujours, au final, c'est quand même vachement des associations d'idées. Si tu as pas la réponse dans les 30 secondes, tu la marques et tu passes après. Donc voilà, c'est Analytics, Pouf, BigQuery. Euh, et si c'est pas Google, c'est open source, c'est le meilleur. Voilà, c'est un peu, c'est Ouais. un peu l'idée, quoi. Faut pas essayer d'avoir toutes les réponses, mais parfois Ça, c'est par déduction, quoi. Hein. ouais, c'est ce que j'allais rebondir, c'est que c'est vrai que moi j'ai passé quelques certifs et il y a l'idée aussi côté Google d'avoir vraiment cette notion-là, la philosophie un peu Google, de savoir aussi dans les questions lesquelles on va peut-être il y a la question, mais dans les réponses, lesquelles sont peut-être plus Google Way ou Open Source Way, ou en tout cas la façon dont eux peut-être mettraient les éléments. Et du coup, Ouais. pour rebondir là-dessus, est-ce que tu as des éléments, Vincent, quand tu avais 4 choix possibles, est-ce que tu avais une logique pour pouvoir d'élimination, ou alors tu choisissais une en particulier? Comment tu... Bah, perso, je regarde les réponses avant les questions, très souvent. Il va y avoir souvent deux bases de données SQL, deux bases de données non SQL.
Quand je vais commencer à lire la question, ça va être relationnel. Ok, dans ma tête, il va rester deux réponses. Au bout d'une phrase et demie, il va y avoir un autre truc, je sais pas moi, generic available, multi-région, hop, voilà. Ok. C'est plus comme ça. Ouais. Et Après, toi, ouais, Boud, de ton côté, vas-y. non, Vincent. vas-y, c'est bon. Et en Boud, fait, de ton côté, t'as un arbre de décision aussi que tu t'es modélisé comme ça quand tu avais les questions? oui, je sais qu'en fait, il y a toujours une question qu'il faut éliminer de base parce que c'est pas la bonne. Mais en fait, souvent les pièges, c'est toujours des questions avec deux réponses A et B, non A et B, A, non A, non B, et tout ça. Et c'est ça qui nous met des embrouilles. Mais en fait, j'ai beaucoup focalisé sur les mots-clés dans l'énoncé. Et puis après, les mots-clés, puis après les réponses qui vont avec. Ok. Et je reviens sur Vincent, du coup, sur l'aspect aussi anglais, est-ce que, je sais que souvent, des fois, faut bien identifier quand même les must, les should, justement, parce que dans la Professional Cloud Architect, il y a l'idée vraiment de bien comprendre les prérequis techniques et business. Donc, il faut bien quand même identifier, justement, ce qui est du possible, du obligatoire, etc. Il y a 3 ans, je parlais bien moins bien anglais que maintenant. Donc, c'est vrai que c'était pour moi un stress, ça, cette partie-là. Et franchement, je ne comprenais pas toutes les questions. Bon, en tout cas, je comprenais pas le fond du fond du fond, parce qu'il y a beaucoup de choses qui disent dans les questions qui servent à rien. Par exemple, qui servent à rien ou qui n'ajoutent aucun contexte ou qui et comme tu dis, c'est must, tu peux, tu devrais, et des fois il y a des doubles négations, ce genre de choses. C'est pas facile, mais il faut pas stresser outre mesure, étant donné qu'ils emploient pas un anglais, comment dire. Ils emploient un anglais technique qu'on voit dans toutes les vidéos, dans tous les blogs, dans tous les trucs. Et surtout, ne jamais préparer. Déjà, vaut mieux, en tout cas, suivre des cours en anglais, c'est les termes arrivent au cerveau de façon plus automatique. Et ne jamais faire de tests en français parce que on comprend rien en fait. Même dans comment les questions sont posées ou où le nom des services sont traduits ou ce genre de choses, vous allez être complètement déstabilisé si vous entraînez sur des questions en français par rapport à des questions en anglais. Donc, Ouais. même si vous n'êtes pas bon en anglais, faut le faire parce que ça va vous desservir sinon. Ouais, se forcer un peu à travailler l'anglais là-dessus. D'ailleurs, c'est une petite note, mais c'est vrai que sur Cloud Skill Boost, les vidéos enregistrées sont en anglais. Mais quand vous faites les différents labs, vous avez la possibilité de changer de langue. Et il y a des labs du coup qui sont en français. Donc des fois, voilà, on peut être tenté de regarder en français, mais globalement, ça peut être intéressant de se forcer à continuer à travailler les labs en anglais, et notamment les noms des produits seront les bons noms des produits affichés. Parce que des fois, il y a des petits problèmes de traduction ou autre. Donc voilà. Donc sachez que faut pas hésiter aussi à repasser en anglais quand on fait des labs sur cloudskillboost.google pour être sûr d'être vraiment à l'aise là-dessus. Question du coup pour Baud, enchaîner du coup sur l'aspect un peu révision. Comment tu as préparé et révisé ta certification? Est-ce que tu as suivi le programme de 6 semaines ou pas du tout? Si j'ai suivi les programmes de 6 semaines, 2 fois d'ailleurs. Mais je trouve que il faut pas venir la tête vide, je veux dire sans bagage pour les 6 semaines. Hein, il faut travailler avant parce que sinon ça n'apporte rien. Parce que c'est en fait ces décisions où les gens, les enseignants, ils parlent très 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 rapidement et ça va très très vite. Donc si t'as pas de base, tu comprends rien et tu sors en fait. Mais il faut préparer en amont ce qui va pour les sessions à venir, genre les cours 1, il faut que tu le travailles avant. Ok. Voilà. Et en termes de travail à effectuer du coup dans ce programme de 6 semaines, du coup que tu as déjà suivi, s'il y avait la question tout à l'heure, c'est combien d'heures par semaine ou autre? Est-ce que tu arrives à donner un ordre d'idée ou... Je crois que j'avais donné en plus pendant les 6 semaines, donc peut-être 2 heures tous les jours pendant les 6 semaines. Mais après, pendant 2 semaines avant la date de l'examen, j'y mettais le feu, quoi. J'étais vraiment à fond, genre 4-6 heures par jour. Ok, d'accord. Ouais, donc gros investissement quand même de ton côté. Oui, parce que moi, comme j'ai dit, je reviens assez de loin, donc il fallait que je me remette dans le bain. Ok.
Vincent, au-delà de l'aspect révision, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience du coup à passer différentes certifs et de faire un focus du coup sur la Google Cloud Certified Fellow ou Fellow Certified, je sais plus dans quel sens c'est. Ouais. Il y a un avantage, c'est qu'après avoir passé la Cloud Architect, chez Google en tout cas, les certifs se chevauchent un peu. Et c'est plutôt, par exemple, facile de faire professionnel Cloud Architect et d'aller sur la networking et d'essayer d'aller passer par exemple la networking ou la security, parce que dans la architecte, on couvre au moins 40% de ce qui est attendu dans les networks et les security. Et c'est pareil, si on passe la networking, par exemple, ça va couvrir encore certaines parties de la sécurité. Et c'est un peu comme ça que moi je l'ai fait, en faisant en sorte que, ok, ben, un peu comme une landing zone, quoi. La partie architecte, le networking, la partie sécu. Après, j'ai été plus la partie développeur, data et ce genre de choses. C'est un peu comme ça que j'ai vu. Je me suis créé mon propre cursus. Et pour parler de révision ou tout ça, moi, je n'utilise personnellement pas de QuickLab. Parce que des fois, parfois, les cours sont un peu longs ou c'est pas assez flexible pour moi ou ce genre de choses. Moi, j'aime beaucoup lire la documentation. Maintenant, avant, je me serais perdu. Maintenant, je lis beaucoup la documentation et je fais des tests. L'avantage de QuickLab, c'est que ça permet de tester des choses qu'on n'a pas accès parfois dans les environnements. Tout ce qui est lié à l'IM ou l'organisation policy ou ce genre de choses. Quand on a envie de tester des choses, c'est super d'avoir accès même quand on maîtrise le sujet, de pouvoir tester quelque chose. Donc c'est comme ça que je l'ai fait. Et pour faire un focus sur ma partie Google Cloud Fellow, c'est une certif qui est, voilà, on a un petit groupe d'une centaine dans le monde, surtout les partenaires et ce genre de choses. Et c'est une certif qui est dédiée aux architectes qui ont une connaissance approfondie des sujets multi-cloud et multi-cloud Kubernetes d'un point de vue technique avec Anthos, Anthos Service Mesh, voilà, toute la gamme Anthos, mais également dans la certif, il y a au moins 1 heure où on est interrogé par 4 Googlers en face sur la compliance, mais qui a rien à voir avec Google. Hein. Pendant 1 heure, c'est de la compliance, du leadership, comment on influe sur une compagnie, voilà, tout un truc comme ça, du ROI, de la finance, gestion d'équipe et ce genre de choses. Et voilà, il y a une série de labs, puis après il y a une série de dire, on nous envoie, en gros, on nous envoie un use case d'entreprise plusieurs semaines en avance, et on doit préparer un document d'architecture avec tout logging, CI/CD, tout, migration et ce genre de choses. Et on passe en entretien, et après plusieurs semaines après, on a l'assertif, et ça nous donne le droit d'avoir accès aux équipes produits, par exemple, personnellement. Tous les mois avec les PM d'Anthos, comme par exemple, ou les PM de GKE, ou ce genre de choses. Donc, c'est un investissement personnel, mais c'est intéressant et ça permet de l'avoir en son nom, quoi, de passer l'assertif, où que je sois dans n'importe quelle compagnie. C'est ma certif, quoi. C'est ça qui est intéressant avec les certifs, quoi. Oui, elle reste avec toi, peu importe la société ou ton avenir, quoi. C'est ça. Ok. Et elle a une date de validité aussi, du coup, la Google Cloud Certified Fellow. Comment tu soumets ta candidature, ou en tout cas ta réflexion là-dessus? Pour cette partie-là, il faut être soit coopté par un membre fellow, soit par un employé de Google qui fait, on a tout un dossier avant même d'éligibilité, quoi, un peu comme les GDE et tout ça, où on va présenter qu'est-ce qu'on a fait sur des sujets multi-cloud et Kubernetes, même qui n'a rien à voir avec Anthos, hein, avant, des projets passés ou présents, et après on est accepté ou non. Pour l'instant, de toute façon, on peut pas faire de soumission, donc voilà. Mais voilà, c'est quelque chose de super intéressant. Ok. Et par rapport aux autres certifications, du coup, comment est-ce que ça t'a apporté plus d'être certified fellow, ou est-ce que le fait de passer l'ensemble des certifications te met plus à l'aise? C'est quoi qui t'a donné le plus de légitimité peut-être par rapport à tout ça?
Non, bah d'avoir. Alors moi, dans mon rôle, j'ai fait aussi pas mal de pré-sales avant, donc ça permet aussi de discuter avec des équipes. J'ai passé de la machine learning, par exemple, mais je suis très très loin d'être un machine learning engineer. Mais ça permet de pouvoir discuter avec des gens en tant qu'archi qui maîtrisent ces sujets-là et qui nous bullshit pas trop sur certains sujets parce qu'on maîtrise de loin, mais on maîtrise la gouvernance de ces sujets-là. Mais par contre, la Fellow, c'est vrai qu'on est peu, donc forcément, on est un peu plus visible. Mais Ouais. Ok. et même c'est d'être certifié aussi, ça augmente, on va dire, la crédibilité quand on discute avec Google aussi. Ouais. Ok. Faut le Du voir. coup, dans la même idée, Boud, c'est quoi la valeur que tu donnes à ta certification? Est-ce que ça a eu un impact par rapport à toi ou ton entreprise ou... Par rapport à moi-même, c'est déjà la confiance que j'ai retrouvée, que je peux faire quelque chose. Et puis, je trouve aussi qu'il y a quand même une reconnaissance de ceux qui sont autour, à savoir les collègues, les clients. En fait, si t'es certifié, c'est pas pareil que si t'es pas certifié. En fait, je pense que j'ai dépassé du coup le syndrome de l'imposteur, en fait, parce que à chaque fois que je dis je fais du Google, mais que j'ai pas de certif, les gens, bon, ils disent ouais, ça va, je sais pas. Et donc, je pense que c'est vraiment la confiance en moi et la reconnaissance que j'attendais quand je fais du Google, que c'est vraiment parce que je le connaissais, mais pas, je suis pas un imposteur. Ok, intéressant. Et toi, Vincent, en termes d'impact ou de valeur que tu donnes à ta certification ou tes certifications, du coup, en l'occurrence? Bah, c'est une crédibilité. C'est une crédibilité aussi quand on rencontre un employeur, hein, parce qu'on a une certaine posture et, et, et ça permet de valider. Voilà, je sais faire ça. Voici mes certifs aussi. Voici mes projets. Euh, et puis ça donne, comme elle disait, ça donne confiance en soi, on va dire. Ça évite de se remettre. on- c'est un peu le syndrome. Tout le monde est meilleur que toi sur les réseaux. Tout le monde est meilleur que toi partout. Et ça permet un peu de se rassurer et se dire ouais, mais par rapport à ce que cherche Google aussi, je suis légitime pour être architecte Google, je suis légitime pour être ci, pour être ça. Et puis même ouais, la relation intercollègue change hein, quand même. Euh, la perception des clients change aussi quand on a pas mal de certifs. Mais faut continuer à travailler dans le domaine. Sinon, on a tendance à perdre plutôt vite certaines connaissances. C'est comme quand on passe les certifs. Quand on passe les certifs ou les cours, moi je pourrais pas. Ouais, il faut la passer tout de suite, sinon on oublie. Même pour des architectes seniors ou des choses comme ça, même s'ils suivent le cours, au bout de quelques semaines, ils vont oublier des choses qu'ils vont jamais rencontrer sur des domaines IAM ou sur des domaines d'hybrid networking ou ce genre de choses qui sont faits souvent qu'une fois, par exemple, euh, qu'ils ont vu au début de leur projet que tu vas revoir pendant l'assertif, mais si t'agis pas tout de suite, tu risques de perdre ces informations. Donc, et faut éviter aussi pour l'assertif de viser les 100. Quoi. faut éviter de viser les 100% parce qu'on les aura jamais. Et faut juste être serein avec soi-même. Il y a plein de tests sur Udemy, sur des practice tests et tout pour se faire la main, qui relativement proche des questions en anglais. Et puis surtout, quand on prépare l'assertif, faut choisissez le support qui vous plaît. Tu parlais tout à l'heure de discuter, de lire des articles ou de lire des choses. Moi, par exemple, j'aime bien Cloud Guru parce que les cours sont concis. Quand j'ai un objectif de certif particulier, je vais dessus, je lis les 11 heures de cours et fini. C'est ça. C'est par exemple quand j'ai passé la machine learning engineer, j'ai rien compris au cours, étant donné que sur la partie Google, parce que ça demandait trop de prérequis pour moi. Et là, j'ai été reprendre des cours sur Udemy, de TensorFlow, de tout ça, pour un petit peu, voilà. Si vous comprenez pas les cours, bah c'est pas grave, allez chercher d'autres supports. C'en est rempli. Faites juste attention à la date de création de ce que, Oui, de ce qui est écrit, la véracité des données, des informations. Et puis les développeurs advocates aussi côté Google, comme Priyanka et compagnie, hein, ils ont fait des choses
très bien ou un super livre qui vous permet de bien réviser. Donc, voilà. Ouais, tout à fait. Ok. Là, juste Vas-y. sur les Quick Labs. En fait, il faut faire très attention sur les Quick Labs parce qu'en fait, on peut faire des copier-coller et en fait, ça peut être piégeux parce qu'en fait, si on fait des copier-coller, parfois, on ne comprend pas tout ce qui a été copié. Mais si on prend le temps de le recopier à la main, en fait, je pense que ça permet en fait de le laisser dans le cerveau en fait ce qu'on avait écrit. Et il faut pas être juste ouais, je veux le faire dans le temps, mais en fait il faut surtout essayer de comprendre en fait ce qu'on fait, cette ligne de commande. Là, je fais ça, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que ça va donner en fait. Et juste, je rebondis là-dessus. Et si vous voulez investir et faire des choses, créer une organisation avec un nom de domaine perso sur Cloud Identity, ça se fait très bien. Ça se fait très bien, c'est quasiment gratuit, à part le nom de domaine et ce genre de choses. Et vous pouvez vraiment comprendre, réessayer, supprimer, réessayer sans rien casser chez votre client. Parce qu'il y en a qui testent sur des environnements clients. Mais c'est gratuit, quoi. Vous avez 300 euros, voire 500 parfois, et vous pouvez tester des choses que même dans les labs, parfois, c'est restreint, quoi. Donc, franchement, l'avantage des labs. Les labs, ce qui est pas mal, et on l'a pas précisé, c'est qu'avec du coup Cloud Skill Boost, là, vous avez des labs, et quand vous avez à chaque fois démarré un lab, vous avez un user éphémère qui est créé et tout un environnement GCP qui est créé. Et des fois, il y a des choses dans l'environnement qui sont popées aussi pour préparer le lab. C'est quelque chose d'intéressant, puisque du coup, le lab va popper avec peut-être directement une VM déjà prévue pour jouer avec ou ce genre de choses. Donc ça, c'est des choses aussi qui sont pas mal. Et l'avantage, c'est vraiment à chaque fois d'utiliser votre navigateur en navigation privée. Comme ça, vous avez votre user, votre environnement éphémère. Et une fois que vous fermez votre navigateur, hop, vous êtes sûr de ne pas avoir pris sur un autre compte, un compte perso, un compte d'entreprise ou autre. Parce que ça arrive des fois aussi qu'on puisse se tromper. Ça, c'est le point important. Et puis, moi, j'avais juste aussi un truc que j'avais fait pas mal pour réviser, c'est de temps en temps juste relire les labs, mais sans les faire. Ça force du coup à pas faire les copier-coller, mais juste comprendre en fait l'enchaînement, ce qu'on peut faire, les différents produits. Des fois aussi, ça permet en fait de se modéliser certaines choses. Moi, j'ai fini un petit peu pour la table ronde et les questions. Je ne sais pas si Boud et Vincent, vous avez des dernières remarques à partager à notre audience. Moi, je voulais juste dire que c'est pas facile, mais c'est faisable. Ouais, ok. Ouais. Non, c'est un petit peu pareil. Faut démystifier l'exercice, je pense. Quand on n'a pas de certif, voilà, c'est normal que ça soit stressant au début, la première, mais il faut essayer de démystifier un maximum. C'est pas le bac, c'est pas une soutenance de master ou je sais pas quoi. Faut démystifier un peu l'exercice et avoir confiance en soi, quoi. Parce que je pense que la plupart d'entre vous ont déjà une bonne partie des connaissances, quoi. Donc ça peut être un booster pour la carrière, mais il ne faut pas se dire non plus qu'on loupe sa carrière si on loupe l'assertif. Et je rappelle, comme Boud le prouve aussi, c'est qu'on peut échouer à un instant T et l'instant d'après, du coup, avoir cette certification. D'ailleurs, merci Boud d'avoir eu, on va dire, le courage aussi de pouvoir aussi témoigner d'un échec et d'un succès. Mais c'est pas toujours évident aussi, notamment dans notre culture française, de parler de ces échecs. Et puis du coup, je tiens à vous remercier tous les deux, Vincent et Boud, pour votre témoignage. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour enchaîner, peut-être, je ne sais pas si dans les autres organisateurs, certains ont des choses à partager, soit dans l'organisation que j'aurais oublié, soit aussi dans le fait d'avoir passé les certifs, parce que je sais qu'on a pas mal aussi qu'on avait profité pour s'essayer à la certification la dernière fois. Juste, il y avait quelques questions qui sont passées dans le chat qui n'ont pas été forcément abordées. Peut-être si ça intéresse les gens, on peut peut-être revenir dessus aussi, non? Ouais, vas-y, tout à fait. On a qu'à J'essaie faire, de on a qu'à faire revenir ça. en arrière. Alors, il y en a qui ont été partiellement répondus, mais peut-être Vincent et Bodo ou d'autres personnes auraient un point de vue dessus. Il y en avait une, par exemple, je suis aujourd'hui un développeur d'applications sur Flutter. J'ai l'occasion d'utiliser Google Cloud pour des opérations, notamment sur Firebase. Est-ce que le fait de passer sa certification est suffisant pour changer complètement de métier, passer ingénieur cloud ou autre? Donc, en gros, est-ce que c'est un tremplin
pour évoluer vers d'autres choses? Pour moi, oui, c'est toujours un tremplin. Par contre, une certif, ça fait pas un métier. C'est juste qu'il a des compétences supplémentaires. Après, il faut qu'il trouve le bon poste avec la bonne seniorité pour changer de. Il est dev, c'est ça, si j'ai bien compris? Ouais, des flotteurs. Ouais. Passer de dev à archi, c'est pas pareil. Archi, c'est quand même une posture. C'est différent. Ça demande d'avoir pas seulement une vision pure applicative. Moi, je suis archi, je suis pas développeur, mais je sais parler avec eux. Voilà, c'est un super tremplin pour aller vers d'autres types de métiers. Moi, avant, je faisais du mainframe. Alors, je peux vous dire que ça n'a rien à voir. Mais j'ai passé des certifs Red Hat au début de ma carrière pour bouger, pour convaincre un employeur de dire, regardez, j'ai passé des certifs qui n'ont rien à voir, j'ai envie d'aller. Et l'employeur voit qu'on est motivé à changer. En tout cas, ça, c'est mon point de vue personnel. Ça peut être un bon argument quand on veut changer de poste, quand même. Je confirme. Ouais. Ça permet de trouver ses Je motivations. compléterai ce que dit Vincent aussi avec le fait justement de montrer qu'on est plutôt proactif, on aime continuer à apprendre, on va jusqu'à passer les certifications potentiellement par soi-même, on se donne les moyens de progresser. Et ça, du coup, c'est quand même intéressant aussi pour les employeurs. Et ça peut, comme l'a dit aussi Beau tout à l'heure, se sentir assez confiant pour postuler peut-être à d'autres choses, là où peut-être naturellement, de base, on n'oserait peut-être pas le faire. Donc c'est vrai que ça peut aider. Alors, il y avait une question, je ne la retrouve plus précisément, mais qui demandait si travailler la PCA, c'était suivre ce cycle qui vise la PCA, c'était utile pour passer la Google Cloud Developer. Oui, franchement, c'est quasiment un prérequis à toutes les certifs, je trouve. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le présente chez moi. C'est pas une foundation plus, mais je pense que c'est important quand on va dans le cloud de sortir aussi un peu de son silo de développeur ou de data engineer ou ce genre de choses. Ça fait là, vous allez être à l'aise sur data engineer ou développeur, mais quand on va dans le cloud, faut essayer d'avoir une vision un peu plus globale des choses, quoi. Et... Je sais pas ce que t'en penses, Julien. Ouais, si, clairement, moi je trouve intéressant de passer la cloud architecte pour cette vision panoramique. Déjà pour vérifier si on aime ça en fait finalement. Peut-être que vous allez vous rendre compte à réviser ou même en ayant l'assertif et en travaillant sur différents sujets que vous aimez peut-être pas certaines parties côté architecte ou autre et que vous préférez vous focus sur un sujet en particulier. Et peut-être qu'à l'inverse, côté cloud architecte, vous allez découvrir que vous adorez parler hiérarchie de ressources. Bon, peut-être pas, mais peut-être qu'on peut en trouver. Mais du coup, ça peut vous donner les moyens peut-être d'aller sur une autre certification, comme je disais tout à l'heure, côté sécurité, sur les bonnes pratiques, parce que vous trouvez que c'est génial aussi en termes de sécurité défensive ou autre qu'on peut faire autour de Google Cloud. Bon, voilà. Ça peut être des sujets comme ça qui permet en fait avec la cloud architecte d'avoir une introduction un peu à ces différents domaines et du coup après peut-être de se motiver à rentrer dans un métier spécifique ou une certification spécifique et du coup de travailler plus en profondeur. C'est vrai que l'exemple tout à l'heure de Vincent sur l'aspect machine learning, où il faudra apprendre peut-être des concepts à la fois mathématiques, du TensorFlow ou autre. Bon faut quand même se donner les moyens de se permettre et c'est pas toujours évident. Et pour terminer, il y avait des questions sur lesquelles on a partiellement répondu concernant l'organisation. Alors, juste peut-être repréciser, là ce qu'on prévoit, c'est 6 sessions, une par semaine, tous les mardis, de 13h à 13h45, plus d'accès au Slack où vous pourrez échanger tous ensemble, communiquer, vous entraider. Ça, c'est un accélérateur, ça vous aidera, ça fera des points de contact, ça donnera une régularité, ça vous motivera pour suivre un rythme. Donc ça commence le 18 avril et ça finit le 23 mai. Un bon conseil qu'avait Vincent, c'est d'enchaîner derrière, passer la certif derrière. Et il y avait des questions sur les lieux entre le virtuel ou le physique, plusieurs écoles. 100% chez moi. Moi, j'ai le conseil d'essayer de le faire le plus possible sur un site d'examen parce que je sais qu'il y a pas mal de monde qui a eu des soucis. Parce qu'il faut laisser la main sur un outil admin de votre poste, faut être sûr d'être seul dans le bureau, avoir aucun bruit, rien avoir qui traîne, etc. Donc faut quand même se donner les moyens. Après, vous pouvez faire ça aussi dans un bureau professionnel. Et c'est vrai qu'à la maison, c'est pas toujours facile avec les contraintes familiales ou autres de passer assertif tranquillement dans de bonnes conditions.
Et puis je sais qu'il y a certains aussi qui ont avec certains outils comme ça qui ont des soucis aussi des fois de focus avec leur webcam ou autre, et du coup voilà, l'instructeur en face qui attend voilà, voulait pas vérifier la personne parce qu'on est censé montrer deux pièces d'identité. Moi, je l'ai souvent fait plutôt sur site, et l'avantage, c'est qu'on vient les mains dans les poches avec deux pièces d'identité, on les présente avec un petit code, on arrive, on a un PC disponible, on fait clic-clic, et une fois qu'on a fini, on repart, et hop, on a le résultat. Donc, c'est vrai que je trouve ça très agréable. Juste un petit point là-dessus, parce Réseau que j'en ai repassé un, moi, en janvier, donc très récemment, Ouais. de chez moi. Et en gros, j'ai passé 1 heure à essayer de me faire identifier par leur nouveau système de reconnaissance faciale qui marchait absolument pas. Alors, certaines mauvaises langues diront que c'est ma barbe ou que c'est mon bouc, enfin peu importe. Mais ça a été vraiment insupportable. Et quand on s'est préparé à passer un examen qui va durer 2 heures et qu'on perd déjà 1 heure à rafraîchir, relancer la fenêtre, se reconnecter, etc., pour au final devoir attendre en ligne d'avoir le support, on est super stressé, super énervé et pas content du tout. Et prévoyez vraiment de tester, de vérifier cette partie-là à l'avance, puisque maintenant, et donc, ils font, au moment où on passe l'examen, une détection, ils essaient de reconnaître notre photo. Et moi, ça ne marchait pas. Moi, je confirme, j'ai fait les deux, en ligne et en présentiel. Moi, sur site, c'est toujours beaucoup plus simple sur site. Alors après, on peut avoir des incidents, problèmes de transport ou autre, mais c'est beaucoup plus simple. On n'a pas de problème de coupure de réseau, on n'a pas de problème de caméra, on n'a pas de problème de navigateur, on n'a pas de problème divers et variés, de bureau qui doit être vide, de tour de la pièce avec la caméra, de bruit à côté. Il y a du bruit à côté, ils vont vous demander ce qui se passe. Vous voulez boire de l'eau? Ben non, faut rien avoir sur le bureau, donc vous pouvez pas avoir de l'eau. Alors qu'en centre d'examen, on peut vous donner une bouteille. Ils ont validé que c'était bien une bouteille, donc c'est toujours plus simple. Yes. On a juste oublié de dire que Google, je ne sais pas pour les autres certifs, mais ils ne donnent pas le score et tu ne sais pas à quel score tu passes. Ouais, tout à fait. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément précisé dans l'assertif et qui est toujours bon à rappeler, c'est que à la fin, vous avez juste sur le fait que vous l'avez ou vous l'avez pas. Et du coup, des fois, ça peut être frustrant qu'on l'ait ou qu'on l'ait pas, parce que si on l'a, bon, on est content, mais en fait, on ne sait pas si on l'a large ou si on l'a limite, et qu'en fait, il faudrait quand même continuer. Donc, en fait, on se sent peut-être pas si légitime que ça. Mais d'un autre côté, bon, bah, juste en écrivant qu'on l'a, bon, bah voilà, il n'y a pas de question à se poser. Et quand on l'a pas, bah, ça peut être frustrant aussi, parce qu'on peut se dire, peut-être que je l'ai pas eu de pas grand-chose, donc je peux peut-être repasser l'examen dès la semaine prochaine, et puis je révise 2, 3 trucs. Ou alors peut-être qu'en fait, je suis vraiment complètement à côté de la plaque. Il faut peut-être que je révise un peu plus sérieusement. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est pas toujours évident. Moi, ce que j'aime bien quand même dire, c'est que aller à l'examen, qu'on l'ait ou qu'on l'ait pas, il y a certaines questions, on ne saura pas répondre. Comme l'a dit Vincent tout à l'heure, on peut les marquer dans l'interface, comme quoi on n'y a pas répondu, et puis on peut revenir dessus plus tard. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est ces questions-là où on ne sait pas répondre directement. Bah, ça veut dire que c'est des sujets où on n'est pas sec, quoi. Donc, en sortie, n'hésitez pas à essayer de vous remémorer les questions où vous étiez complètement à la ramasse, pour potentiellement après les retravailler par vous-même si vous voulez compléter un petit peu vos connaissances côté Google Cloud. Merci Louis en tout cas d'avoir pris les questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres infos. Ce que je vous propose du coup, c'est d'arrêter là. Je vais juste rappeler les différentes étapes comme l'a indiqué Louis. Donc, on va tous vous mettre, toutes les personnes qui ont rempli le Google Form, on va tous vous mettre dans le Google Group. On va vous envoyer un email avec un petit récap, donc la vidéo, les slides et l'accès à un Slack où on vous mettra du coup un certain nombre d'informations. Et puis après derrière, directement en vous inscrivant dans les différentes pages des GDG. Donc sur les GDG, vous avez du coup les study groups qui existent chaque mardi d'indiquer, donc que ce soit côté GD Lyon, GDG Nantes, GDG Paris, Le Mans, etc. Du coup, quand vous enregistrez là-dessus, automatiquement, ça provisionne ce qu'il faut côté Quick Labs de mémoire. Donc après, ça veut dire que si on a un événement qui est du coup en avril, et ben, ça veut dire qu'en avril, vous pourrez commencer à travailler autour de Quick Labs. Donc avril, c'est dans pas longtemps, c'est dans 3 jours, dans 2 jours. Pour commencer à réviser, Geoffrey, il y a pas mal de choses qui existent. Comme je l'ai dit, on va donner l'ensemble des pointeurs. Il y a déjà pas mal de choses qui existent, que ce soit sur de la doc ou autre. Bon, ça dépend un petit peu d'où on part. C'est vrai que souvent l'avantage en fait de commencer le programme de 6 semaines, c'est que on démarre tout le monde à peu près avec le même niveau. C'est-à-dire en présentant un petit peu les produits de base au départ. Donc c'est vrai que c'est intéressant de commencer tous ensemble. Et l'idée vraiment de cette communauté-là, c'est de pouvoir aussi vraiment échanger. Donc n'hésitez pas à solliciter. Là, on est pas mal d'organisateurs. On va aussi faire en sorte
d'inviter des mentors, des GDE, des Google Developer Experts aux différentes sessions pour qu'ils puissent aussi potentiellement voilà, discuter avec vous, présenter certains sujets. Voilà, merci Thierry pour l'info. Donc, vous recevez l'accès à Cloud Skill Boost le lendemain de l'inscription sur la page du GDG auquel vous êtes affilié. Si c'est dans le même mois, donc ça veut dire que si vous vous enregistrez aujourd'hui pour l'événement d'avril, je crois que c'est au 1er avril, du coup, vous aurez accès à Cloud Skill Boost. Je crois que c'est le mois où on est présent. Donc, ça veut dire que vous aurez accès à Cloud Skill Boost sur avril et mai, puisque du coup, on a le programme de 6 semaines qui va d'avril au mois de mai. En attendant, nous, on regarde côté organisateur pour des vouchers. Et puis, sur ce, on vous souhaite une bonne soirée.